Les relations diplomatiques avec l'Algérie, toujours au cœur du débat. On a besoin de votre éclairage, Catherine Ney. Puisque dimanche dernier, dans les colonnes du JDD, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'affirmait, la méthode douce est dans l'impasse. Les relations diplomatiques France-Algérie, elles sont toujours déséquilibrées et mauvaises, nous disait-il. Alors, outre son de cloche ce matin sur CNews, sur Europe 1, Laurent Nunez l'affirme, il faut continuer la méthode douce. Pour preuve, les choses avancent. Plus de 140 laissez-passer consulaires ont été délivrés par l'Algérie à la France. Écoutez. Je pense qu'il fallait sortir de cette logique de bras de fer, d'opposition frontale. Quand je suis allé en Algérie, à la mi-février, nous n'avions aucun laissez-passer délivré depuis le début de l'année. Aucun laissez-passer délivré. Et on avait fait quelques reconduites. Et depuis que je suis allé en Algérie, c'est reparti évidemment. On a eu 120 laissez-passer délivrés depuis que je suis allé en Algérie. Et les reconduites depuis le début de l'année. Donc hier, on a dépassé les 140. Évidemment, il faut qu'on fasse mieux. Évidemment, il faut qu'on fasse plus. Mais les choses se sont réamorcées et évidemment, je m'en félicite. Catherine Ney, 140 personnes reconduites depuis le début de l'année 2026, nous dit le ministre de l'Intérieur. Bon début, c'est la méthode douce qui fonctionne ou pas, selon vous ? Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Ouais. 140, alors qu'il y a 22 000 Algériens en attente qui sont vraiment répertoriés comme des Algériens, qui ont des papiers, qui ont leur passeport. Or, les accords de 94... pour pallier un peu à la générosité des accords de 68, disait qu'à partir du moment où un Algérien vient sans autorisation, il faut qu'il reparte. Et puisqu'il a ses papiers, le droit du pays doit reprendre les siens. Or ça, ils ne le veulent pas. Voyez. Et depuis, je ne sais pas ce qu'il a obtenu, s'il est très content. Alors c'est vrai que pendant les Jeux Olympiques, il y a eu les renseignements ne marchaient pas entre l'Algérie et la France, alors la Russie avait plutôt coopéré. Vous voyez, ça. Bon. Mais là, il faut dire que depuis quelque temps, depuis 5 ou 6 ans, c'est une détérioration permanente. D'abord, depuis 21, le français n'est plus la langue officielle. Maintenant, les études de médecine se font en anglais. Le commerce est très, très, très... L'Algérie n'achète plus le blé à la France. Et que peut espérer la France en venant faire des... Voilà. Le ministre, je ne sais pas ce qu'il a obtenu. En tous les cas, déjà, il y a 6 mois, l'ambassade à Alger se félicitait parce qu'elle avait donné 8500 visas à des étudiants. Or, on sait très bien que c'est un laissez-passer pour un séjour régulier. Ils ne partent pas. La statistique montre que les étudiants algériens, contrairement aux étudiants marocains, ne terminent pas leurs études. Et après, il est impossible de les renvoyer chez eux. Donc, c'est quand même... vous voyez, il y a eu un très très bon rapport fait par Charles Rodvel, qui est du camp macroniste, où il a d'ailleurs, avec un collègue, fait une enquête formidable dans les ministères concernés, que ce soit la santé, enfin 2 ou 3 ministères, pour savoir combien coûtaient les aides, les accords de 68, et c'est au bas mot 2 milliards par an. Bon, eh bien, le président a dit c'est très bien, et qu'est-ce qu'on fait après ? Rien, vous voyez ? Donc, il y a quand même une volonté, je ne sais pas pourquoi, de ne pas... se fâcher avec l'Algérie. Surtout qu'une grande partie de la classe politique dénonce ces fameux accords de 68. Oui. 1000 n'y touchent pas. Attendez, il y a aussi beaucoup de gens qui les dénoncent, qui avaient la possibilité de les remettre en question et qui ne l'ont jamais fait. Édouard Philippe était Premier ministre, il pouvait le faire. François Bayrou, d'ailleurs, avait menacé. Et je me souviens, parce que Gauthier Lebret m'avait dit en plateau, tu verras, jamais François Bayrou ne dénoncera les accords de 68. Moi, j'avais cru François Bayrou. Et objectivement, vous aviez raison. Et il y a aussi beaucoup de tartufferie dans cette histoire, avec plein de politiques qui... sur un plateau de télévision, vont afficher, proclamer une espèce de rigidité, et en réalité, ils s'en fichent complètement parce qu'ils s'accommodent très bien de cette situation. Oui. Il y a quand même, au niveau des statistiques du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2000 places en centre de rétention administratif, il y a un peu plus de 700 places qui sont occupées par des Algériens. C'est-à-dire que vous avez 35 à 40% des places de CRA, centre de rétention administratif, qui sont occupées par des Algériens. Monsieur Tebboune devait revenir vers la France concernant les vols groupés, puisque l'Algérie s'était engagée à accepter l'organisation de vols groupés.
Pour l'instant, on n'a aucune réponse. Objectivement, dans la vie, si vous vous comportez comme ça avec un ami, c'est plus un ami. Enfin, ça fait plus de 10 ans que ça dure. Donc c'est l'Algérie qui a la main au fond dans cette méthode. C'est l'Algérie qui a la main parce qu'on lui a laissé prendre la main, parce qu'on ne se fait pas respecter, parce qu'on a une relation qui est totalement immature avec ce pays. Vous savez, je pense que ce pays, comme d'autres pays, parce que l'Algérie c'est la caricature, mais il y a d'autres pays qui se moquent de nous. Je pense notamment même au Mali, qui actuellement est en proie au terrorisme et tout ce que vous voulez, mais qui se moque complètement de nous dans la coopération sur le volet migratoire. Ces pays-là, si vous leur parlez avec un vocabulaire extrêmement faible, si vous changez d'avis tout le temps, vous n'êtes pas respecté. Et je pense que la France ne s'est pas fait respecter, tout simplement parce qu'on a fait le rapport Stora au début, ensuite on a restreint les visas et on a restreint le nombre de titres de séjour, ça a duré 2 mois. Et puis en fait, à chaque fois, c'est la caresse et la claque. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de claques. Aujourd'hui, quand même, factuellement, c'est Alger qui refuse de nous envoyer un ambassadeur à Paris. Alger qui refuse que notre ambassadeur de France là-bas puisse retourner en Algérie. Et aujourd'hui, il n'y a pas l'ambassadeur de France à Alger, il ne peut pas aller dans l'ambassade de France. Allez, on va marquer une courte pause. Un mot de Gauthier Lebret et puis Christophe Glaise, une pensée pour lui qui est toujours dans les geôles algériennes aussi. On est carpette. Ça ne fonctionne pas. On est carpette. La visite du ministre n'a pas permis. N'a rien changé. On est un paillasson, on est une carpette. C'est-à-dire que c'est comme quand vous me parliez de la France insoumise sur la police. C'est pas eux les pires, c'est ceux qui ne protègent pas les policiers et qui sont au sommet de l'État. Là, dans la relation franco-algérienne, Tebboune joue son jeu. Ce qui est terrible, c'est que nous, on se met à genoux. C'est-à-dire on nous prend des otages, on baisse pas les visas, on baisse pas les transferts de fonds, on bloque pas les avoirs des hauts dignitaires algériens, on ralentit pas, pourquoi pas, les liaisons aériennes. On ne fait rien. On reprend pas les OQTF. On leur a donné plus de visas pour les étudiants. Le Quai d'Orsay leur a donné plus de visas pour les étudiants l'année dernière, pour les étudiants algériens. Donc on est complètement soumis. Donc le problème dans cette affaire, c'est, encore une fois, c'est pas Tebboune qui joue son jeu. Oui. C'est le gouvernement français. Il y en a eu un qui a essayé de se dresser, c'est Bruno Retailleau, et Laurent Nunez n'a de cesse que de critiquer son prédécesseur. Très courte pause. On va remercier la maison police avec Reda Bellage et la maison gendarmerie avec le colonel Bruno Kézac. Merci à vous. Dans un instant, interrogation, le petit monde de la culture, c'est à gauche toute, visiblement. On en parle tout de suite sur CNews et Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, la grand-messe de l'entre-soi et du consensus politique. Voilà ce que nous pouvons retenir de la cérémonie des Molières. C'était diffusé sur le service public lundi soir. Et la diffusion de la cérémonie fait ressurgir avec force cette question. Le petit monde de la culture, à gauche toute. Et CNews vous propose justement un long format sur la question, et c'est avec vous, Gauthier Lebret. Gauthier, cette interrogation, humoriste, comédien, producteur, qui influence vraiment ce petit monde? Il est là, le grand format, ce soir. Il veut répondre à cette question. Vous savez, depuis que le rapport de Charles Aloncle a été publié, vous avez quand même 2 épisodes qui donnent totalement raison au rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel. Numéro 1, les Molières. On va le revoir évidemment ce soir, avec le fameux sketch du fameux Merwan Ben Lazar qui avait fait des tweets pro-charia, pro-polygamie, et puis des tweets où il disait que la place de la femme était à la demeure auprès de son père. Donc on va parler évidemment de cette cérémonie des Molières qui donnait totalement raison et qui retombait dans le wokisme après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis le deuxième évidemment épisode, c'est Eugénie Bastier, il en sera également question ce soir, qui est en voie de censure sur le service public. Elle doit arriver à l'heure de vérité, donc la grande émission pour la présidentielle de 2027 sur le service public avec Marc-Olivier Fogiel et Benjamin Duhamel. Et la réaction se fait sur la venue d'Eugénie Bastier de la Société des journalistes de France Télé. Donc ils prouvent par A plus B leur sectarisme en voulant s'opposer à la venue d'une journaliste du Figaro sur le service public. Et pour donner des gages visiblement à la rédaction de France Télé, le Philippe Corbet a décidé, si on en croit nos confrères de La Lettre, Pascal Praud en a parlé ce matin, de supprimer l'émission de Paul Melun et de Nathan Dever qui avaient l'outrecuidance de venir de CNews. Donc en fait, tout est résumé, si vous voulez, par ce qui se passe dans le service public depuis 3 jours. Et c'est vrai que le rapport de Charles Aloncle aurait pu pousser les intervenants à faire un peu profil bas, si je puis dire. C'est vrai, en tout cas, de ne pas jouer, si vous voulez, la carte de la provocation, mais non.
ils le font. Voilà. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'issue du rapport à l'oncle, moi, j'aurais essayé de montrer que le rapport est complètement caduque et rate complètement sa cible. J'aurais organisé une soirée des Molières au Cordeau où toutes les sensibilités sont représentées, sans dérapage, sans tout ce que vous voulez. Et puis Eugénie Bastier, j'aurais fait en sorte que tout se passe bien. On explique que, évidemment, toutes les sensibilités doivent être présentes sur le service public et que Eugénie Bastier, nous sommes très heureux de l'accueillir pour renforcer toutes les équipes pour l'élection présidentielle. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait si j'avais été à France Télévisions. Et comme ça, Charles Lalonde n'aurait rien pu dire. Eh ben, ils ont fait exactement le contraire. Donc, ils signent. Non, mais en fait, c'est la signature du fait que je pense que le rapport de Charles Lalonde était même un tout petit peu faible par rapport à la réalité de la situation. Un long format à ne pas manquer, 21h. On va regarder un extrait et écouter un extrait pour les auditeurs d'Europe 1. Sous les projecteurs des Folies Bergères, un humoriste est accueilli en grande pompe. Nous allons accueillir l'un des stand-uppers les plus talentueux de la nouvelle génération. Il cartonne sur scène, Merwan Benlazar. Merwan Benlazar signe un retour aussi symbolique que polémique. L'année dernière, son passage dans l'émission C'est à vous avait déclenché une vive controverse, jusqu'à provoquer son éviction de France Télévisions. Merwan Benlazar, qui est une figure particulière, donc que certains, à tort ou à raison, accusent de flirter avec le salafisme ou même de l'incarner. Merwan Benlazar, dans C'est à vous, beaucoup de téléspectateurs ont été choqués par la tenue qu'il a arborée en plateau. Beaucoup ont pointé du doigt une forme de tenue salafiste. Voilà, je précise que c'est des propos que l'on a vu fleurir ici ou là sur les réseaux sociaux. Et justement, sur ces mêmes réseaux sociaux, Merwan Benlazar s'était exprimé à plusieurs reprises par le passé avec des propos totalement outranciers vis-à-vis des femmes. Il indiquait notamment que la place de la femme était aux côtés de son père, à la maison. Alors, le monde de la culture, Catherine, est incontestablement un bastion idéologique, mais qui influence tout ce petit monde, finalement, derrière ? Moi, je trouve qu'ils ont toujours été à gauche. Ouais. Là, ça, franchement, on découvre ça. Mais ce qui était nouveau, c'est qu'en général, il y avait une différence entre les Césars et les Molières. Et longtemps, les Césars, c'était insupportable parce qu'il y avait toujours des intermittents du spectacle qui arrivaient, qui faisaient un discours vengeur. Ça durait longtemps. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de relâchement. Et cette année, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, les Césars étaient très bien. Oui, c'est vrai. Que d'abord, les gens étaient habillés, se tenaient bien. Et c'était beau à voir. Le spectacle était très bien. Ça nous élevait un peu. Et je trouvais que ça avait été agréable. Donc, là, le Molière. Et en général, c'était le Molière. Parce qu'en général, les acteurs de théâtre, ils apprennent de beaux textes. Enfin, voilà, quand c'est les classiques, enfin, très bien. Et donc, il y a une façon de s'exprimer avec des mots qu'on n'a pas forcément dans les dialogues au cinéma. Et c'était quelque chose qui avait un peu de classe. Bon. Et là, je dois dire que moi, j'ai très vite... je vais vous avouer mon sectarisme, parce que j'ai trouvé que Vizorek ne me faisait pas rire, et que je venais pour rire. Et puis, quand j'ai vu quelques... je n'ai pas regardé. Voilà. Donc, je me fie à ce que vous allez dire, et c'est vrai que l'invitation de cet humoriste qui était condamné par ailleurs, c'est quelque chose d'absolument révoltant, même d'impensable. Et c'est même au contraire vraiment faire du mal à sa propre cause pour les voilà. Il n'a pas été condamné, me semble-t-il, cet humoriste. Il avait été mis de côté par France Inter, mais il n'a pas été condamné pour les propos qu'il a tenus. Il a été mis de côté. Il était toujours sur France Inter. Il a été mis de côté sur France 5. Vous avez raison. Sur France 5, il est donc dans C'est à vous. Sa chronique fait polémique suite aux tweets qui ressortent, et c'est Rachida Dati qui annonce ensuite au Parlement qu'il ne reviendra plus dans l'émission de C'est à vous. Et il y avait une forme de provocation en disant Rachida Dati, elle n'est pas maire de Paris, elle n'est plus ministre de la Culture, et me revoilà. Me revoilà. Donc c'était une forme de bras d'honneur, même avec dans ce qu'il a dit. Il voulait faire un bras d'honneur verbal à l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati. Mais tous ces réseaux d'influence, les boycotts, les financements, il y a un système qui est mis à l'œuvre ou pas, Éric Nolot, selon vous ? Donner la parole à un repenti, c'est ça ? En quelque sorte. Moi, j'ai commencé, je crois, le premier livre que j'ai publié, c'était un pamphlet contre le supplément littéraire du Monde, qui était un bastion idéologique à l'époque très craint. Maintenant, ça n'intéresse plus personne, mais à l'époque, il fallait quand même oser s'y attaquer. Et j'ai compris que ça ne me porterait pas bonheur dans ce milieu. Alors, tout a été dit non. Ce qui a été dit l'a bien été, mais il manque une dimension. Parmi tous ces gens qui tiennent le même discours, qui soutiennent M. Benlazar, qui veulent déjà purger Eugénie Bastier avant même qu'elle soit arrivée, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas ce qu'ils disent.
Mais on est dans un processus révolutionnaire ou dans l'Union soviétique où vous devez être tout le temps dans la ligne, sinon vous êtes purgé. Et quand vous êtes purgé, vous ne revenez pas. Donc je sais très bien, pour les connaître, personnellement, je compte quelques amis parmi les gens, qu'ils pensent exactement le contraire de ce qu'ils disent, mais s'ils ne le font pas, ils seront éjectés du système. Ça, c'est encore pire, parce que vous avez quelques militants convaincus, ça c'est vrai, et vous en avez beaucoup d'autres qui tiennent un discours totalement hypocrite pour garder leur silence. Oui, Louis de Ragnel. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire, moi, j'ai aucune compassion pour ceux qui, toute leur vie, sont dans la dissimulation, en gros, pensent le contraire de ce qu'ils disent. Il y a un moment, bon, on n'a qu'une seule vie. Non, mais sinon, on va finir dévoré par des gens qui ne pensent pas le combat qu'ils sont en train de mener. Et c'est ça qui me gêne. Je trouve qu'à un moment, dès lors que vous êtes un artiste engagé, vous avez une responsabilité personnelle qui est de dire ce en quoi vous croyez. Vous avez une parole qui pèse quand même dans le débat public. Si on commence à essayer de se poser la question, alors est-ce que lui dit ça, mais en fait il pense le contraire. Non, mais moi, c'est pas le débat, mais regardez les réactions dans la salle aux blagues de M. Benlazar. Il y a des gens qui sont embarrassés. Mais il n'y en a pas un qui se lève en disant « Écoutez, cette personne n'a rien à faire ici, c'est la fête du théâtre. » Catherine Pégard. Il publie des tweets pro-charia, il dit que la place d'une femme est chez elle, à la cuisine, en s'occupant des gars. Ce monsieur n'a pas sa place. Il préfère garder un silence gêné. Non, mais moi, Ce que je vous propose, c'est que ce soir, dans le long format présenté par Gauthier Lebret... Et puis un débat d'une heure. On va revenir en longueur sur de 22h à 21h45 à 23h. Cinéma, théâtre notamment, c'est ces galaxies qui vont être décryptées. Et les musées, comment ça se passe puisque on peut avoir le sentiment que c'est toute la culture subventionnée, au fond, qui aujourd'hui est idéologisée. Pardonnez-moi, nous sommes en liaison avec Bruno-Henri Rousseau. Alors, c'est un ancien directeur de musée. Il est auteur de La culture de la beauté. C'est une réflexion sur les liens entre culture et société. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1 et CNews. Au-delà du monde du théâtre et du cinéma, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que c'est tout l'univers de la culture subventionnée aujourd'hui qui est idéologisé? En tout cas, est-ce que c'est ce que vous avez pu constater, vous? Il est certain que plus vous montez dans la pyramide des responsabilités, plus vous allez avoir d'idéologie. Et si je prends l'exemple à côté de chez moi, là, à Marseille, vous avez par exemple le MUSEM, qui est un grand musée national, qui a coûté autour de 250 millions d'euros, on ne sait pas exactement les chiffres. Aujourd'hui, vous avez des expositions. Donc le directeur, c'est l'ancien directeur de cabinet de Mme Macron. On se demande exactement pourquoi, donc on voit bien qu'il y a quand même une histoire de copinage. Et puis, il y a des expositions absolument scandaleuses qui sont toujours prétexte à déconstruire. Je vous invite à aller sur le site internet du MUSEM et de regarder, de lire par vous-même les textes qui parlent de déconstruire en permanence les stéréotypes. Donc c'est en permanence un combat d'avant-garde pour, je dirais, détruire tout ce qui peut encore faire figure de classicisme ou d'amour de la beauté, quoi. Bruno, donc, le temps passe, peut-être, vous êtes un acteur privé, pour être tout à fait juste, vous êtes un acteur privé du monde de la culture. Est-ce que cela aussi c'est mal vu, finalement, au fond? C'est mal vu parce que pour certains acteurs publics, on ne fait pas d'argent avec l'art, mais en réalité, on peut très bien faire des belles choses sur une vision de long terme. Et surtout, en fait, on vient les doubler puisqu'on arrive dans des expositions organisées par des opérateurs privés à faire des choses qui plaisent. Et le public étant bien le juge de paix, le public ne s'y trompe pas. Lui, quand vous faites une belle exposition sur de la Tour, par exemple, au musée Jacques-Marandré, si je prends cet exemple d'un opérateur privé, vous avez énormément de monde. Donc quand vous proposez des belles choses qui ne vont pas répondre aux obsessions d'un certain microcosme, il y a du public, il y a du monde, donc ça fonctionne. Merci beaucoup Bruno-Henri Rousseau d'avoir accepté notre invitation sur CNews et sur Europe 1. Je le disais, à ne pas manquer, grand format. 21h. Soir 21h avec vous, Gauthier Lebret, et des invités. Absolument. Débat ensuite pendant plus d'une heure. On sera avec une des actrices qui était présente au Molière, avec Paul Amar, avec d'autres intervenants qui ont enquêté sur le service public. Je pense évidemment à la rédaction du JT News qui a énormément travaillé sur le sujet. Et en fait, c'est les faits, les exemples les uns après les autres. C'est ce que disait très bien Louis. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire profil bas, accueillir à bras ouverts Eugénie Bastier pour montrer qu'ils ne sont pas intolérants. Ils ont prouvé tout l'inverse.
des Molières jusqu'à cette polémique. Et donc, on va évidemment en parler, mais vous avez raison, ça ne se limite pas au service public. Ça va dans toutes les strates de la culture. Un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, un grand merci à tous les quatre. On arrive au terme de cette émission Punchline. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Pierre de Villeneuve. Sur CNews, Christine Kelly, votre rendez-vous face à l'info. Et puis Laurence Ferrari, rassurez-vous, revient lundi. Demain, Thierry Cabane à 17h dans Punchline. Excellente soirée sur notre antenne. Un grand merci à David Poujol. À très vite.